Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je me suis dit en cette fin d'année ça peut être sympa de faire un bêtisier des trucs les plus marrants qui ont eu lieu ces derniers temps à la Malencoin. Et une des anecdotes je voulais vous citer, c'est l'anecdote du gars qui m'envoie un mail en me disant voilà j'ai une malle à vendre, ça va forcément vous intéresser puisque c'est une malle qui a voyagé sur le Titanic. Et il m'envoie une photo d'une belle wardrobe. Alors la wardrobe c'est une armoire avec à droite des tiroirs et à gauche une penderie. Et il me demande un prix complètement dingue, enfin un truc... en gros, c'est une malle qui devait valoir 500 euros, il en voulait 5000, quoi, en m'expliquant que ça avait voyagé sur le Titanic. Et quand je me suis permis de lui raconter que le Titanic, ça peut pas être une malle du Titanic parce que le Titanic il a coulé lors de son voyage inaugural. Eh bien, il m'a expliqué que j'y connaissais rien et que j'avais rien compris et que le Titanic avait dû forcément, avant de couler, faire des voyages à gauche, à droite et comme donc sa malle avait voyagé sur le Titanic. Et il n'y a rien à faire avec ces gens-là hein, quand ils sont persuadés que vous êtes un charlatan parce que vous lui racontez des bêtises, c'est foutu, mais ça m'a fait pas mal marrer. Dans le même esprit, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a proposé une malle Louis Vuitton et qui m'expliquait que c'était une Vuitton parce qu'il y avait marqué LV sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et en fait, le L et le V, c'était simplement le prénom et le nom du précédent propriétaire. Vous savez, souvent on a des monogrammes. Donc c'était une malle d'une marque anonyme, enfin quelque chose, une malle ordinaire, sur lequel un gars avait peint un L et un V. Et en fait, pour lui, c'était une malle Louis Vuitton. Dans cet esprit-là, pareil, j'ai eu une anecdote il y a quelques années comme ça. Quelqu'un vient me proposer Marie, est-ce que tu te souviens du nom du chef d'atelier de Vuitton? Tu sais, l'autre marque où il y a marqué Vuitton? Ah voilà. Une autre anecdote, il y a quelques années, j'ai un monsieur qui vient et qui m'apporte une malle avec marqué sur l'étiquette E. Rabec. Donc Émile Rabec, c'était un chef d'atelier chez Vuitton qui dans les années 1860 quitte Vuitton, monte son propre atelier et a le culot d'écrire E. Rabec, anciennement Vuitton. Alors, anciennement Vuitton, il voulait dire qu'il avait été salarié de Vuitton, mais tout le monde l'interprète que Vuitton n'existe plus, maintenant c'est Rabec. Et donc, il m'apporte une malle Rabec qui est en fait connue pour avoir été le premier procès en contrefaçon de la maison Vuitton. C'est-à-dire que Rabec a été attaqué en justice par Louis Vuitton, hein, c'était encore Louis Vuitton à l'époque, puisque Rabec s'était barré de chez Vuitton avec la bijouterie, avec l'étoile, avec le savoir-faire, avec tout. Et il fabriquait des malles Rabec qui ressemblent, mais vraiment 100% à une malle Louis Vuitton. Et des malles Rabec, on en trouve de temps en temps, mais cette malle-là en particulier était absolument parfaite, d'une beauté éclatante, dans son état d'origine. Et pour moi, c'était très très important pour le musée du bagage d'avoir une Rabec. Je voulais montrer l'histoire de la contrefaçon et l'histoire de cette problématique. Et j'étais prêt, parce que c'était entre guillemets une vraie fausse malle, à la payer beaucoup plus cher qu'une vraie, puisque des malles Vuitton rayées, toiles rayées, j'en ai déjà beaucoup, et celle-ci, bon. Et donc, je commence à expliquer au vendeur que ce n'est pas une Vuitton et que c'est une Émile Rabec. Et j'essaye de lui expliquer l'histoire que je viens de vous raconter. Celui-ci ne veut rien entendre, est persuadé que je lui raconte ça parce que je veux payer la malle moins cher. Et donc, je lui dis, quel est votre prix? Il me donne un prix. Je lui dis, ok, j'achète votre malle. J'étais prêt à payer le double, hein. Mais comme il n'a pas voulu écouter mon explication et qu'il me demandait un prix qui était relativement bas, j'ai payé la malle, j'ai acheté la malle. Et voilà, pour l'anecdote, j'ai payé cette malle à peu près la moitié du prix auquel j'étais prêt à la payer. Tout simplement parce que la personne voulait absolument que je lui dise que c'était une vraie Vuitton. Donc je lui ai dit oui, c'est une vraie Vuitton, et je l'ai acheté au prix auquel il me l'a demandé. Anecdote suivante, dans les bêtisiers, il y a 7 ou 8 ans,
j'ai une dame qui m'envoie les photos d'une malle Vuitton, absolument recouverte de crottes de pigeon. Il devait y avoir à peu près 1,5 cm de crottes de pigeon. Et il se trouve que cette malle était à 50 km d'ici, donc pas très loin. Et elle m'envoie la photo, prise dans sa grange. C'était sa fille qui m'envoyait la photo. Et la dame précisait sous la photo, prix de vente 300 euros, prix non négociable. Absolument, impérativement non négociable. C'était vraiment souligné, prix non négociable, 300 euros. Donc, je pars avec ma petite voiture en lui disant, écoutez madame, c'est le genre de choses, ça se fait pas à distance. L'idéal, c'est que je vienne sur place et que je regarde. Bon, parce que je me suis dit, il y a un truc, enfin bon. J'arrive dans la ferme en question, je vais trouver la malle qui était toujours dans la grange, toujours posée là, comme ça, dans une grange, avec la paille, avec... Enfin, vous imaginez, une sortie de grange comme on sort des voitures de grange. Je regarde la malle et je vois qu'elle est dans un état tout à fait correct, enfin qu'elle a... Ça fait 50 ans qu'elle est dans la grange, donc je vous dis, il y avait des crottes de pigeons, il y avait pas mal de choses, mais enfin, elle est sauvable, elle est restaurable, elle est même plutôt belle. C'était un modèle assez sympa. Et je regarde la dame et je dis, écoutez madame, je suis vraiment confus, mais je vais pas pouvoir vous acheter cette malle au prix auquel vous demandez de 300 euros. Et là, je vois ma bonne Alsacienne, puisque c'était vraiment une Alsacienne, une paysanne alsacienne, qui vraiment sentait la colère monter chez cette brave dame, qui me dit, mais je vous avais dit, c'est pas la peine de vous déplacer, je vous avais dit, c'est non négociable. Vraiment avec l'accent alsacien fort, c'est non négociable, hein, yo yo, je vous avais dit. Hein. J'ai dit, non mais madame, je pense que la proposition que je vais vous faire va vous convenir, mais moi je vais vous acheter cette malle 6 000 euros. Et là, elle s'arrête, elle est complètement bloquée. Et je sens que le petit moteur intérieur, comme ça. Et puis à ce moment-là, elle me regarde et puis elle me dit, vous savez qu'on est passé à l'euro, c'est plus des francs maintenant, c'est des euros. Vous parlez bien de 6 000 euros, parce que le euro, il est à 6 francs 55, hein? Vous savez ça? J'ai dit oui, oui, madame, je sais parfaitement, mais moi, je vous propose de vous acheter cette pièce 6 000 euros. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse, que nous sommes des sachants. Contrairement, si vous voulez, à un marchand classique. En ayant un musée, nous sommes considérés comme sachants. Donc si je lui achète cette malle 300 euros, alors si je l'achète sur une brocante, sur un trottoir, quelqu'un propose 300 euros, je viens, je prends... on ne peut pas me reprocher grand-chose. Par contre, à partir du moment où je vais chez un particulier, et c'est le cas, et que en tant que sachant, j'arrive, je vois une pièce, je ne peux pas accepter de l'acheter 300 euros, ça s'appelle du vol. Donc, faut pas croire que j'ai une honnêteté démultipliée. C'est aussi la loi. Enfin, c'est le genre de choses. Voilà, c'est du vol. Acheter 300 euros un truc qui en vaut 6 000, ça va pas. Enfin, c'est pas possible. Alors, j'aurais pu proposer 3 000, enfin, bref, ça, c'est mon problème. Moi, je voulais proposer le prix réel de l'objet. Donc je lui propose 6 000. Et donc je lui paye 6 000, je fais un chèque, je la remercie, je prends la malle et je m'en vais. Et puis il se trouve que quelques temps après, on inaugure une nouvelle exposition au musée. Et j'invite cette brave dame au musée en me disant, bah, elle est du coin, j'ai gardé le nom, je vais l'inviter à venir au musée. Bon. Et je vois arriver cette dame avec de la famille à elle, le jour, alors pomponnée, tout comme il faut. Et puis elle se balade, elle était dans les invités VIP, hein, donc vous aviez, en même temps qu'elle dans la salle, vous aviez le maire, le sénateur, Madame Vuitton, le PDG de la société Bidule, le patron de la société Intel, beaucoup de maltiers qui étaient présents, et puis il y avait cette petite dame qui se baladait, et puis qui regarde toute l'expo, et puis la seule question qu'elle a eue... je suis allé la voir en lui disant alors ça vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle regarde toutes les malles comme ça, il y en a 300, 400, puis elle me regarde et dit
Et vous les avez toutes achetées 6 000 €? Et donc ça pour moi ça vaut son pesant de cacahuètes. Sachant qu'au musée on a des pièces à 100 € aussi, hein. Je veux dire, tout n'a pas une valeur importante comme ça, et vous avez des pièces qui peuvent valoir beaucoup d'argent, comme vous avez des pièces qui valent rien du tout. L'histoire n'a pas de prix. Je vous donne un exemple, on a une petite valise d'un ancien prisonnier du camp de Dachau. C'est une caisse en bois dont vous voudriez même pas dans votre atelier. Nous, on l'a gardée parce que voilà, c'est un souvenir historique. Et vous imaginez bien que sur le marché, ça n'a aucune valeur. Et à l'inverse, on a la malle du tsar de Russie. Forcément, ça a beaucoup de valeur parce que ça a une valeur historique. Enfin, voilà. Donc, l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Anecdote suivante, c'est l'histoire de notre, on appelle ça notre plombier, mais c'est quelqu'un qui m'envoie la photo d'une malle en me disant: bonjour, j'ai une malle de plombier à vendre. Ah bon, une malle de plombier, c'est quoi une malle de plombier? Et en fait, il m'envoie les photos d'une malle en bois recouverte de zinc. Donc on appelle ça dans le métier une malle d'exploration. C'est en règle générale des malles qui servaient en Indochine, qui servaient dans tous les pays à fort taux d'humidité pour pouvoir ranger un certain nombre de choses à l'abri de l'humidité. Et pour lui, c'était une malle de plombier parce qu'il y avait du zinc. Donc le zinc, c'est un plombier, donc forcément, c'est une malle de plombier. Voilà, pour l'anecdote, ça nous a fait marrer aussi. Anecdote suivante, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, pas plus tard que la semaine dernière. Je reçois un coup de fil le matin à 9 h, pas bien réveillé, un jour où je travaille pas. Bonjour, est-ce que, avec un accent moyen-oriental assez fort, la personne, une jeune femme, me demande si je vends du sac à main. Et comme nous avons beaucoup de problèmes avec les Émirats et avec l'Arabie Saoudite, alors le problème est tout bête, hein. À peu près tous les 3 mois, je reçois une commande de 3 malles sur notre site internet. La personne commande, demande une facture, on envoie la facture, on reçoit un virement bancaire qui est faux, puisque en règle générale, c'est tout simplement quelqu'un qui est allé déposer un chèque dans un compte bancaire une fois qu'il a notre RIB. Le chèque est faux, le virement est faux, enfin bref, évidemment. Et en règle générale, qu'est-ce qui demande entre le moment où le faux virement est porté sur votre compte et avant la livraison? Ce sont des gens qui, en fait, en général, s'arrangent à payer trop d'argent par rapport à ce qu'ils vous doivent, et ils vous demandent de renvoyer le solde. Ou alors, j'ai eu aussi des arnaques où on me demande d'envoyer la marchandise, et évidemment, le virement est faux, et on vous la prend 8 jours après. Enfin, voilà. Donc, nous, on se fait pas avoir parce qu'on a l'habitude et que c'est courant, mais il faut le savoir. Donc, on a beaucoup ce genre d'arnaque aux Émirats, en Arabie Saoudite, dans des pays en règle générale moyen-orientaux. Donc là, coup de fil des Émirats Arabes Unis le matin à 9 h, une personne qui me demande si je vends des sacs à main dans ma boutique. Bon, il y a de fortes chances pour que ça soit du pipeau. Donc je dis, non merci, je suis pas ouvert. Voilà. Et comme nous on ouvre sur rendez-vous exclusivement, bon. 1 heure après, coup de fil d'un patron d'hôtel de la région Alsace qui m'appelle en me disant: voilà, écoutez, moi j'ai un couple, ils veulent absolument voir votre boutique, est-ce que vous pourriez ouvrir pour ces clients-là? Je lui explique qu'on n'est pas ouvert et que bon, c'était un jour où j'avais pas mal de trucs à faire. Bon. Mais il me dit: écoutez, j'insiste, j'ai proposé à ces gens-là d'aller voir autre chose, d'aller voir des musées, d'aller voir des boutiques en centre-ville, d'aller voir des fabricants de cristal, d'aller voir autre chose. Ils veulent rien savoir. La seule chose qu'ils veulent faire, ils veulent voir votre boutique, ils veulent voir votre atelier. C'est la seule chose qu'ils veulent faire en Alsace. Bon, c'est flatteur. Et puis comme c'était le patron d'un hôtel 5 étoiles, je me dis: bon, allez, je vais au moins rendre service à ce gars-là, c'est-à-dire le satisfaire lui. Après, je sais pas si les clients, ça aura un intérêt. Bon. Et bon,
On prend rendez-vous pour le vendredi 17h. Alors, vous imaginez bien, le vendredi 17h, ça vous amuse moins quand même, retourner au boulot. Bon, on est en hiver, c'était il y a 10 jours. Hein. Euh, je me pointe à 5h moins 10, j'allume le chauffage, j'allume les lumières, je prépare la boutique, machin, etc. 17h, ça sonne, j'ouvre, je vois un type qui, dans un anglais absolument parfait, me demande s'il peut rentrer. Je l'accueille, je l'invite à rentrer évidemment dans la boutique. Il regarde comme ça, mais vraiment, juste il regarde l'intérieur, comme si vous regardiez si c'est libre aux toilettes, quoi. Enfin, vraiment, il regarde. Et il ressort immédiatement et il fait signe à une limousine que j'avais pas vue, qui est un genre de classe V Mercedes, un genre de minibus, enfin je connais pas, noir, vitres teintées, etc. Donc il fait signe, et là sortent 6 personnes. Donc vraiment la troupe, hein. Enfin moi en général quand je reçois des clients ils sont 2, ou des fois quand c'est avec des amis ils sont 4, mais enfin là c'est une véritable troupe. Donc il y a ce genre de gros garde du corps là qui invite les passagers, et hop, ils sortent tous, et en l'espace de 30 secondes, j'ai 7 personnes dans la boutique qui tous se mettent à regarder partout, à me demander qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, où on va, enfin en gros plein de questions sur l'histoire, sur etc. Et tous ces gens-là sortaient du musée du bagage, puisque j'avais invité le patron de l'hôtel de Colmar à les inviter à aller voir d'abord le musée du bagage, parce que ça leur permettrait d'avoir plus de culture. Et en fait, je vous passe les détails, la visite a duré 2h30. Pendant 2h30, on m'a pas dit qui, quoi, quand, qui c'était, pourquoi, rien. Au bout d'une heure et demie de discussion, je me suis aperçu en fait qu'un des gars était un assistant de un autre gars, que c'était un Marocain qui parlait français parfaitement, donc c'était pas la peine que je m'énerve avec mon mauvais anglais. Ils ont choisi tout un tas de mal, top, 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 et à la fin, ils m'ont donné l'adresse de facturation, et il se trouve que c'est un dirigeant d'un des grands pays du Golfe, et donc c'est un émir XY qui est venu avec sa suite, et qui évidemment n'a pas de problème de budget, et a choisi tout ce qui lui plaisait, et c'est là où vous vous rendez compte que c'est très amusant, parce que quand on a un certain pouvoir d'achat, on choisit des choses prestigieuses, mais on choisit aussi des choses qui vous amusent. Et pour l'anecdote, la pièce qui lui a plus plu, c'était un tout petit coffret comme ça qui sert pour les horlogers. Et qui est tout à fait particulier, avec un petit rideau qui est une marmotte. C'est quelque chose que je vendais 900 euros. Donc par rapport au reste de ce qu'il a acheté, croyez-moi, c'est vraiment le détail du détail du détail. Et il est resté comme un enfant. Il a trouvé ça absolument génial. Et évidemment, il l'a rajouté à sa liste de lots. Donc je vous cite l'anecdote parce que pour moi, c'est vraiment le bêtisier de l'année. C'est là où j'ai été le plus imbécile qui soit. On devrait toujours être attentif au moindre coup de fil, à la moindre chose. Et simplement, j'ai tellement eu d'arnaques en provenance de ces pays-là que jamais j'aurais pu imaginer qu'un dirigeant des pays du Golfe puisse arriver à Agno, dans ma zone industrielle, dans nos locaux. Quand je lui ai demandé comment il nous avait trouvé, pourquoi il est venu, il m'a dit mais c'est facile, j'étais à Paris, je rentre à Dubaï, vous êtes sur le chemin. Ce qui est quand même relativement comique. Anecdote suivante. Il y a quelques années, je reçois un petit mail d'une dame qui me dit « Bonjour, j'ai besoin de faire des malles sur mesure et je voudrais savoir si vous pouvez les faire. » Alors, elle m'écrit dans un anglais assez approximatif et ensuite, on a une conversation téléphonique. Et elle m'explique qu'elle s'est adressée à Vuitton, Vuitton a refusé. Bon. Elle s'est adressée à Goyard, Goyard a refusé. Bon. Dans ces cas-là, vous vous dites qu'il y a deux solutions. Soit elle n'a pas le budget, et donc ils ont refusé, mais en général ils font un devis, et c'est le client qui refuse. Donc là, ils n'ont même pas fait de devis. Soit elle a un besoin qui est très compliqué. Et il faut savoir que ces grandes marques, lorsque y a un truc qui est compliqué déjà à deviser,
Ben, souvent, ils font pas le devis, non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, parce que je pense qu'ils ont la capacité de tout faire s'ils prennent le temps, mais c'est tout simplement parce que bah, elle a pas, il n'y a pas la personne qui va se creuser la tête pour étudier le truc. Donc je comprends pas bien comment ces trois grands... Donc je lui dis, mais est-ce que votre malle, elle est spéciale? Elle me dit, non, c'est un coffret, il faut que ça fasse 70 centimètres par 50, par 30, voilà. Et il m'en faut 6 ou 9, je sais plus. Je lui dis, écoutez, madame, oui, enfin, pas de raison. Alors, moi, à l'époque, si vous voulez, aujourd'hui, je fais pas de série comme ça, mais à l'époque, je faisais volontiers une série de 9 mâles identiques. Enfin, et je lui dis, est-ce que vous avez une problématique spécifique de rangement? Elle lui dit, oui, oui, oui. À l'intérieur, je veux que soit rangé un certain nombre d'objets. Voilà. J'ai dit, bon, écoutez, il n'y a aucun problème, je vous fais un devis, mais il me faut la liste des éléments et les photos des pièces que vous voulez ranger dedans et les dimensions. Et, et je reçois un mail absolument génial. En fait, cette dame, c'était la patronne de maison close allemande qui voulait que ses clients aient des coffrets cadeaux dans les chambres. Et donc, elle m'envoie la liste. Alors, il y avait un fouet, un godemichet, du miel, un livre de poèmes, des menottes, enfin, une liste, un inventaire à l'après-vert absolument fantastique avec les photos, avec les dimensions de chaque objet. Et, euh, et voilà, elle me dit alors il me faut trois mâles plutôt sadomaso, trois mâles romantiques, trois mâles machin, etc. Enfin bref, je vous laisse imaginer la rigolade. À l'époque, on était aussi plus nombreux à l'atelier. Il y avait des filles et des mecs. Et on s'est marré pendant un sacré bout de temps en faisant les devis, en imaginant les rangements, voilà, pour l'anecdote.